Donc l'auteur nous propose une réflexion autour de l'éducation, ce qu'on appelle l'éducation holistique. Le concept de l'éducation holistique est apparu dans les années 70 et a pour objectif de pallier aux carences du système classique d'éducation en se concentrant sur le développement et l'évolution potentielle spirituelle, intellectuelle, physique et créative de chaque enfant. Donc en fait, le concept l'éducation holistique, c'est prendre en compte toute l'intégralité de la personne de l'enfant, y compris corps, âme et esprit. Ce modèle d'éducation donc vise le développement de chaque enfant dans sa totalité. L'enfant avec ses formes d'intelligence est au centre de l'apprentissage. Ce n'est plus lui qui s'adapte à l'enseignement, comme c'est souvent le cas, mais l'enseignement qui s'adapte à lui et tient compte de lui. En effet, ce modèle d'éducation holistique se fonde sur le postulat que chaque enfant possède plusieurs formes d'intelligence, ce qui suppose plusieurs formes d'apprentissage, ce que le système scolaire classique ne favorise pas forcément. Alors, Howard Gardner, psychologue, l'un des pères fondateurs de cette découverte en 1983, a répertorié 8 types d'intelligence chez les individus. Alors, je vous en résume rapidement. L'intelligence logico-mathématique. Certaines personnes sont douées d'une capacité à quantifier, faire preuve de logique, de résoudre des problèmes mathématiques, scientifiques, bref, ils aiment le calcul. Il y a des enfants, des jeunes comme ça. L'intelligence verbo-linguistique, ce sont des personnes qui possèdent la capacité d'utiliser des mots et le langage pour exprimer des idées complexes. L'intelligence musicale et rythmique, ce sont des personnes sensibles au sens, aux structures rythmiques. Ce sont des personnes qui fredonnent en travaillant, aiment mettre en musique les choses. Il y a également l'intelligence corporelle kinesthésique. Ce sont des personnes qui ont la capacité de s'exprimer au travers de mouvements. Elles aiment le travail manuel, le sport. Il y a également l'intelligence visuelle spatiale. Ce sont des personnes qui ont la capacité de représenter mentalement des concepts, des idées, ou de les visualiser, explique en faisant des dessins. L'intelligence interpersonnelle, ce sont des individus. L'individu se sent à son aise et s'adapte facilement dans le groupe. Personne très créative pour résoudre les problèmes. Quelqu'un qui prend la parole facilement, c'est un leader. L'intelligence intrapersonnelle, personne qui connaît ses forces et ses faiblesses, personne qui mène à bien les projets et qui ne se laisse pas facilement influencer. Et enfin, l'intelligence naturaliste écologique. Il s'agit de l'intelligence qui permet d'être sensible à ce qui est vivant ou de comprendre l'environnement dans lequel l'homme évolue. Alors imaginez que vous avez une classe de 25 élèves et 25 types d'individus et vous n'avez qu'un enseignant pour satisfaire ces différents types d'approches et forcément vous les avez pendant 9 mois et vous devez amener le groupe à un progrès. Mais ce qui détermine la vitesse d'apprentissage de l'enfant, c'est la présence du parent, ne serait-ce que 30 minutes par jour. Le parent n'a pas nécessairement besoin de comprendre l'exercice, mais sa présence et sa régularité est suffisant pour que l'enfant puisse dire « bon, je fais un geste ». Et c'est ce dont on a besoin, qu'il fasse un geste. Alors, ces découvertes ont mené à la conclusion que le système d'éducation devrait mettre en place une bonne diversité d'enseignements afin de toucher toutes les formes d'intelligence et ainsi éviter l'échec scolaire constaté dans la méthode d'apprentissage classique. Qu'est-ce que cela veut dire, une forme diversifiée d'enseignement? Aujourd'hui, les élèves passent 95% du temps d'enseignement dans la salle de classe. Vous avouez de passer une journée assis et vous recevez, vous travaillez, ça demande beaucoup d'efforts. Donc, quand votre enfant vous dit qu'il est fatigué, il n'a pas menti, il est fatigué. Alors, dans la méthode d'enseignement, où l'enseignement est diversifié, l'enfant travaille en groupe, il sort de la salle de classe, apprend le jardinage, la cuisine, le bricolage. Dans ce modèle, il est aussi acteur de son développement. C'est cette méthode d'enseignement variée que la méthode Montessori met en place avec les enfants. Et si on permet aux enfants de mettre en place des projets comme une représentation théâtrale, ils organisent tout de A à Z, on peut aussi mettre en place des cours des sciences qui seraient en fait en plein air dans la nature. Dans plusieurs pays, les écoles vivent de nouvelles expériences à partir de la méthode holistique.
Voici quelques exemples. La Nouvelle-Zélande, dans ce pays, les écoles définissent elles-mêmes leur projet pédagogique. Elles définissent ainsi, des établissements ont ainsi pu s'adapter aux enfants d'origine maori, les premiers peuples de la Nouvelle-Calédonie, dont l'anglais n'est pas la langue maternelle. Il est par exemple plus question d'apprendre des dates par cœur, mais d'entrer dans l'univers de cette date historique. Il n'y a plus de liste de dates à apprendre, mais on essaie de comprendre ce qui s'est passé à cette date. Dans une école de la banlieue de ce pays, l'apprentissage se fait en groupe où chacun participe à l'élaboration d'une œuvre plastique, littéraire, d'image, et rentrant des informations cohérentes. Des projets collaboratifs peuvent aussi naître sous l'impulsion du devoir réalisé. Les élèves sont encouragés dans leur démarche, montrent leur curiosité et s'approprient un sujet dont ils veulent tout connaître. Au Danemark, par exemple, dans le pays où la population est la plus heureuse du monde, selon les différentes études, l'État promeut la diversité éducative. Pour cela, il finance toutes les nouvelles écoles alternatives à partir de la première année. À Copenhague, l'école verte accompagne les élèves dans leur découverte de la nature et de ses cycles. Ils passent ainsi beaucoup de temps à l'extérieur. Les enseignants leur apprennent aussi à s'interroger, à débattre des grandes thématiques de société, et ce dès 6 ans. L'égalité entre hommes et femmes fait notamment partie des sujets prépondérants. Qu'en est-il maintenant de l'éducation adventiste? En tant que croyants adventistes, ce concept ne nous est pas étranger. Alors dans l'éducation que je vous invite à lire, nos idées en matière d'éducation sont trop étroites, trop limitées. Il faut les élargir et viser plus haut. La véritable éducation implique bien plus que la poursuite de certaines études. Elle implique bien plus qu'une préparation à la vie présente. Elle intéresse l'être tout entier et toute la durée de l'existence qui s'offre à l'homme. C'est le développement harmonieux des facultés physiques, mentales et spirituelles. Donc ça rejoint bien l'approche holistique dont on parlait. Elle prépare l'étudiant à la joie du service qui sera le sien dans ce monde et la joie plus grande encore du vaste service qui l'attend dans le monde à venir. La source de cette éducation est indiquée dans « À lui le conseil et l'intelligence ». Allons dans Proverbe 9, verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est quoi? La crainte de l'Éternel et la science et l'intelligence. Donc, pour avoir la crainte de l'Éternel, pour avoir la sagesse et l'intelligence, il faut se tourner vers celui qui a la source de toutes ces choses. Nous sommes d'accord? Allons donc dans Job 22, verset 21. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Donc, pour avoir la crainte de l'Éternel, pour avoir la sagesse et l'intelligence, il faut se tourner vers Dieu, afin qu'il nous dispose de toutes ces choses. Sans se tourner vers lui, nous recevons de l'instruction d'hommes sages sur la terre, mais pas la sagesse et pas la science de toutes choses. Vous voulez savoir ce qu'est un homme intelligent? Allons dans Jérémie 9, verset 24. Mais que celui qui veut se glorifie, d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. L'intelligence, c'est quoi? Recherchez Dieu afin de le connaître. Et il vous déverse des riches bénédictions de sa science. Car c'est par la science qu'il a établi la terre, c'est par la science qu'il a établi toutes ces lois qui nous régissent. Donc la connaissance, l'histoire, la géographie, c'est Dieu. L'histoire du peuple de Dieu à travers les siècles, c'est de l'histoire et de la géographie qu'on apprend au collège et au lycée. Mais simplement, on ne dit pas que derrière, il y avait une main invisible qui contrôlait toutes ces choses. C'est après, quand on se convertit, on se rend compte que l'histoire et la géographie sont clés pour comprendre la Bible. Mais en fait, Dieu donne toutes choses. Même les mathématiques, quand vous regardez le nombre, il nous donne à calculer pour un jour, pour une année. Et à partir de cette base, on fait tous les calculs prophétiques. Les 2300 soirées matins ont bien été trouvées à cause de nombres par William Miller. Donc, l'Éternel a pourvu à toutes choses. Dans ce livre se trouve, dit Salomon, les trésors de la vie,
la sagesse par excellence. Amen. Lorsque Dieu créa les êtres humains, il les plaça dans un jardin magnifique. Alors observez comment Dieu fait. Dieu place Adam et Ève dans le jardin. Dieu marchait, se rencontrait avec Adam et Ève dans le jardin. Vrai? Et en même temps, Adam et Ève s'émerveillaient de quoi? Des lois de la nature, des différents êtres qui étaient dans la nature, de toute la création que Dieu avait faite. Et quand ils levaient les yeux pour voir les étoiles, le ciel, sa cohérence, mais ils étaient émerveillés de cette science. Donc ils apprenaient à la fois avec Dieu qui se promenait avec eux dans le jardin, et à la fois à l'intérieur du jardin dans lequel il y avait plusieurs sujets pour apprendre. Donc ils n'étaient pas assis toute la journée à écouter. Ils étaient mobiles et en même temps ils travaillaient. La preuve, on les a placés gardiens du jardin. Le cadre vit donc dans le jardin était un enseignement pour ces jeunes gens. Le manuel d'études était devant eux et parmi eux, ils devaient apprendre en posant des questions à Dieu, mais aussi en observant et en analysant tous les mouvements et les lois qui régissent le fonctionnement harmonieux de cette nature. Pour cultiver, ils devaient se mettre à l'ouvrage et ainsi contribuer au maintien de leurs bonnes œuvres physiques. Il est bon, mes amis, quand on a des enfants, et ça fait une différence fondamentale avec un enfant dont le parent l'emmène partout. Il pose des questions. C'est peut-être embarrassant, mais c'est sa façon de s'approprier le réel. Et quand on lui demande à l'école, qu'as-tu fait? Ah, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait. Son esprit est vif. Il percute rapidement parce qu'il a un fond. Pourtant, ce sont les mêmes enfants, ils ont les mêmes bases, les mêmes choses devant eux, mais celui qui les introduit au savoir n'a pas la même disponibilité. Je comprends, peut-être fatigué, mais l'enfant ne sera pas petit tout le temps. Il sera ce qu'on a fait de lui. On ne peut pas le reprocher après. Vous comprenez? La responsabilité qui pèse sur nous. Et vous allez me dire, je ne vais pas faire ça toute ma vie, ça me fatigue, et moi, je m'occupe de moi d'abord. Quand vous vous occupez des plus petits, l'Éternel vous donne à vous une bénédiction spéciale. Et vous grandissez en force, en patience, en sagesse, en psychologie, en discernement. Et vous devenez un parent mieux. Vous devenez un homme et une femme accomplis. Bref, vous devenez un père dans tout son sens et une mère équilibrée dans tout son sens. Nous avons en tant que parents un rôle clé fondamental à jouer dans les jeunes esprits. Déposer la graine, ça veut dire que nous-mêmes en tant que parents, nous avons pris soin de poser la graine dans notre propre cœur. On ne donne que ce qu'on. Et si ce que vous avez mal posé, mais vous allez mal poser la pierre aussi dans son cœur. Et quand il deviendra grand, on va commencer à crier. Ah oui, mais non, parce qu'on voit en lui ce que nous sommes. Mais on peut corriger ça, puisque Dieu est un Dieu puissant. Par la prière et par le jeûne, il peut remettre cette pierre en équilibre et faire de nous de meilleurs parents. Car si vous êtes des parents équilibrés et heureux, vos enfants vont voir que toutes vos victoires se sont obtenues à genoux. Amen. On se rend compte que le Christ existe parce que vous avez obtenu des victoires. Mais si vous n'obtenez aucune victoire, dites-moi, pourquoi un enfant va croire? Parce que pour qu'il croit, il faut qu'il voit et qu'il voit tous les jours. Pas vous et moi. Donc Christ existe parce que nous avons l'attitude qui prouve qu'il existe. Et nous ne promenons pas des regards inquiets car nous lui apprenons à compter sur des promesses. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Qu'il vous donne l'envie d'être toujours meilleur et de cultiver l'excellence. C'était le message pour ce matin. Amen. Amen.